Wicked partie 2, Wicked for Good en VO, grosse sortie de l'année évidemment, une des plus grosses sorties bien sûr sur cette fin d'année, qui risque d'être un gros carton surtout aux États-Unis. Je sais pas exactement les chiffres que ça avait fait Wicked en domestique versus à l'international, mais en fait faut savoir quand même que Wicked c'est vraiment un phénomène purement quasiment états-unien, parce qu'en fait Wicked c'est adapté du coup du Magicien d'Oz, et le Magicien d'Oz c'est une des pierres angulaires vraiment du cinéma aux États-Unis. Mais typiquement ce qu'on observe c'est que les chiffres du premier film Wicked c'est beaucoup, c'est-à-dire à 60% quasiment des chiffres qui ont été faits aux États-Unis. D'habitude c'est plus autour des 50%, donc déjà c'est quand même quelque chose d'assez révélateur sur le côté où c'est pas un film qui s'exporte énormément en dehors de son cadre très états-unien, mais même ça a été un phénomène quasiment purement aux États-Unis, quasiment purement là-bas, et qu'on a beaucoup moins connu nous en France, tout simplement parce que, bah, en fait, le Magicien d'Oz, ça reste une pierre angulaire de la culture aux États-Unis, notamment, bah, j'en ai bien parlé dans Rage Bait, notamment, mais pardon, mais notamment dans tout ce côté où c'est en fait toute la culture queer qui s'est réappropriée le Magicien d'Oz, notamment tout le côté Over the Rainbow, le côté arc-en-ciel qui vient en partie d'ailleurs de Wicked, et qui vient en partie du côté où il y avait cette expression états-unienne, purement états-unienne, qui est Are you Dorothy's friend? C'est-à-dire, êtes-vous une amie de Dorothée? Parce que Dorothée était vue comme une icône queer, en fait, aux États-Unis, dans tout ce côté être dans un autre monde. Il y avait toutes des théories du complot, notamment dans ce côté Dark Side of the Moon, des Pink Floyd, qui, en fait, serait parfaitement calé sur le Magicien d'Oz, qui serait tellement important, en fait, pour toute cette culture-là, qu'en fait, il y aurait besoin de faire toutes des théories du complot sur tout ce qui s'est passé. Il y a eu des affaires autour du tournage, notamment des affaires de potentielles légendes de lesbianisme autour des actrices qui jouaient du coup Glinda et l'actrice qui jouait la Wicked Witch of the West. Et du coup, bah, de ces petites rumeurs-là, j'ai l'impression qu'est né le roman Wicked, qui a été adapté en pièce, qui a été, je crois, si je me trompe pas, la pièce qui a été le plus... vraiment le plus vu à Broadway. Enfin vraiment c'est une icône pure de la légende autour vraiment des États-Unis, et donc c'est sûr que nous on le prend un peu moins dans la gueule quoi, parce que c'est beaucoup moins notre culture. Ça serait comme si je sais pas, le Comte de Monte Cristo s'est exporté aux États-Unis, forcément c'est un peu moins connu quoi. C'est pas Cats, oui, Cats aussi qui s'est bien exporté par ailleurs, mais c'est sûr que du coup Wicked on se le prend moins dans la gueule. Et surtout la partie 2 qui est un peu moins bonne, en fait, on va pas se mentir. Alors, moi c'est sûr que Wicked partie 1, je sais que j'avais été surpris. J'avais été surpris notamment visuellement. En fait, je me suis dit, en fait, d'un point de vue visuel, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose où moi j'aimais bien ce qui se passait au niveau des couleurs. Évidemment c'est pas la Technicolor comme le Magicien d'Oz original, le film des années 30, qui évidemment d'un point de vue colorimétrie en fait c'était une pure démonstration du côté très magnifique de la Technicolor, et du côté où on avait on avait depuis quelques années déjà de la couleur, mais là c'était vraiment le premier film qui a vraiment bien utilisé la couleur, j'ai envie de dire, et donc forcément ça a été aussi une pierre angulaire du cinéma dans l'histoire du cinéma. Le Magicien d'Oz a été un film ultra important aussi, donc forcément c'est très attendu ce Wicked, particulièrement pour les États-Unis évidemment, mais nous en France on le connaît un petit peu moins, on est moins in par rapport à ça forcément, mais il n'empêche que moi Wicked partie 1, bah j'avais pas non plus boudé mon plaisir, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, j'avais trouvé ça un peu sympa. Je trouvais ça notamment au niveau des couleurs, je me suis dit c'est pas de la Technicolor mais c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal, et donc forcément j'aimais bien ce qui se passait. Et effectivement moi j'étais plutôt content, et je me suis dit allez, la partie 2. Le problème en fait de la partie 2 de Wicked, c'est que déjà dans la pièce originale, la partie 2, l'acte 2, parce qu'en fait si Wicked a été divisé en deux actes, si Wicked a été divisé en deux parties au cinéma, c'est déjà parce que la pièce originale était en deux actes, mais aussi parce que financer un projet comme ça, il faut le faire en deux parties, parce que c'est quasiment 300 millions de budget en cumulé sur les deux films, et donc forcément pour le rentabiliser un maximum, il faut le sortir en deux films, et donc ça fait qu'il y a du remplissage à mettre, mais vas-y on peut le faire. Et en fait la pièce de base est en deux actes, et de base le deuxième acte de la pièce est pas non plus le plus apprécié. Les chansons les plus connues sont surtout Popular et évidemment Defying Gravity qui est vraiment la pierre angulaire de tout ce week-end. Et en fait la partie 2 raccroche énormément les wagons par rapport à tout ce qui se passe dans le Magicien d'Oz, et donc ça fait que
on est beaucoup moins investi dans toute cette histoire qui nous paraît quelque part un peu originale en fait. L'histoire de Wicked partie 1 est une histoire quasiment entièrement originale. Là dans la partie 2, on est obligé du coup de raconter certaines origin stories des personnages, on est obligé de revenir sur certains moments par endroit, enfin vraiment il y a quelque chose qui est vraiment qui est assez perturbant je trouve dans ce côté retcon des personnages qui moi je trouve m'a vraiment gêné en fait personnellement. Je savais déjà à peu près les plot twists qu'il y avait, je savais à peu près ce qui se passait, mais de rien dans le film, dans Wicked partie 2, je savais du coup les plot twists qu'il y avait, notamment autour des autres personnages en fait du Magicien d'Oz, parce que Dorothée du coup débarque comme ça. Dorothée qui est presque vue comme une sorte de méchante, hein, qui est iconisée comme étant une méchante, mais parce qu'en fait on ne la voit jamais quelque part à l'écran, et on ne voit jamais son visage, et c'est tout un choix d'ailleurs qui a été fait de ne jamais la voir. Ce qui est un peu perturbant, mais bon, vas-y, pourquoi pas. Et c'est vraiment vu comme étant un perso purement iconique, tout comme les autres personnages qui sont introduits. Et en fait, le problème très clair de la part de ce Wicked partie 2, c'est qu'en fait, il a beaucoup de choses à faire pour raccrocher les wagons par rapport au Magicien d'Oz. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de tout expliquer comme ça, et en fait il fait beaucoup de choses, et en même temps j'ai l'impression qu'il se passe rien dans Wicked partie 2. Moi c'est ça qui m'a choqué, c'est que j'ai en même temps l'impression qu'il se passe rien, et en même temps qu'il doit se passer beaucoup de choses, parce qu'en fait je suis pas investi dans tout ce qui se passe, je sais pas, enfin c'est vraiment un sentiment moi que j'ai eu, c'est que je ne savais pas où regarder, j'avais pas quoi regarder, je savais pas quoi voir dans le film, je savais pas qu'est-ce que je devais observer un maximum de la part de tout ce film, et je savais pas qu'est-ce que je devais regarder. C'est un film qui est très fouillis visuellement, où il se passe beaucoup de choses, il y a énormément de détails, et je trouve que il y a beaucoup trop de trucs qui se passent, et en même temps rien qui m'implique particulièrement. C'est pas pour dire que le film est une horreur, évidemment, le film reste quand même plutôt sympathique, il y a des choses plutôt cool qui se passent, et il y a vraiment un certain brio même de mise en scène, il y a une virtuosité tout de même dans la mise en scène, dans l'utilisation des plans larges et dans la variation dans les échelles de plans, c'est plutôt bien. Et le film se tient globalement, et un film comme ça qui fonctionne, alors ça a coûté des millions d'euros, c'est déjà des millions de dollars, c'est plutôt pas mal. Mais il y a aussi des chansons qui sont plutôt pas mal, notamment No Good Deed Goes Unpunished, qui est vraiment une belle chanson, qui est quand même peut-être la chanson vraiment, la meilleure chanson de cette partie 2, de cet acte 2. C'est pas un 6 sur 10, 6 sur 10 à la limite ça serait plus le premier, parce que là c'est plus un 4 sur 10 tout de même, parce qu'en fait, ne serait-ce que les motivations des personnages, en fait c'est déjà des trucs qu'on explorait déjà dans la partie 1, c'est déjà des trucs qui étaient vus et revus clairement, et je pense que mine de rien c'est un film qui est vraiment purement fait pour les fans de Wicked, mais de Wicked de manière générale quoi, et je pense que ça s'est trop perdu dans les explications de tous les personnages du Magicien d'Oz, dans tout ce qui se passe, et même on rentre pas tellement dans les thèmes du Magicien d'Oz, mais je trouve quand même que il y a quelques scènes, notamment aussi je pense à une scène avec des miroirs et des jeux de miroirs, où je me suis dit waouh, c'est assez impressionnant visuellement ce qui se passe. Je mentionne Orange Blade, mais ça fait pas mal penser à la scène de Contact avec le jeu de miroir, tout ça, où en fait je me dis mais ouais effectivement il se passe quelque chose là-dedans, et j'étais assez bouche bée devant certaines set pieces, parce que c'est beaucoup un film de décorateur mine de rien. C'est beaucoup un film où en fait on va explorer des décors absolument gigantesques, et en fait on va naviguer dans ces décors, mais pas avec la même maestria peut-être que pouvait avoir Del Toro pour son Frankenstein. C'est-à-dire que le Frankenstein de Del Toro, il y a un côté où il y a une maestria où ça s'est super bien filmé, des super beaux décors, et vraiment c'est vraiment quelque chose de magnifique. Mais quelque part, c'était une critique qui avait été faite de la part d'Antoine Goya sur les 4 Fantastiques, qui était de dire ouais c'est un bon film de décorateur. C'est vraiment parce que voilà, les décors sont plutôt beaux dans les 4 Fantastiques, c'est un truc qu'on peut reconnaître. Là pareil, les décors sont plutôt beaux, sont plutôt grands, sont plutôt imposants, évidemment il y a quelque chose qui se passe, il y a des beaux accessoires, il y a des beaux costumes, enfin voilà, c'est bien fait, encore que les costumes parfois je trouve que bon, bref, mais bon en tout cas il y a des beaux décors, il y a des beaux ensembles de décors, c'est pas mal à ce niveau là, mais je sais pas si c'est la meilleure manière à chaque fois de les filmer quoi, c'est un peu ça, et je trouve qu'il y a aussi un côté bouillie numérique et bouillie artificielle qui rentre parfois dans un message. Je trouve qu'il y a un message de toute manière dans le film sur l'artificialité des choses, la sincérité des choses, qui est plutôt pas mal.
qui rentre bien même d'ailleurs dans les messages de Wicked, parce que Wicked ça reste quand même une œuvre de retournement de stigma, de retournement de situation, de retournement de qu'est-ce qu'est le gentil, la méchante, tout ça. Est-ce que la méchante est vraiment la méchante? Et ça c'est pertinent, et c'est très pertinent d'ailleurs dans l'époque dans laquelle on vit. On va constamment remettre en question les méchants, on va constamment remettre en question l'ordre établi. Quelque part, il y a beaucoup d'œuvres comme ça qui essayent de remettre en question l'ordre établi, qui essayent de remettre en question le côté où... on va voir un peu si les méchants sont vraiment des méchants quelque part. Alors que dans le début des années 2000, le cinéma américain n'était pas du tout comme ça. Le cinéma américain était dans le combat contre le mal absolu. C'était notamment la formule autour des talibans, autour des arabes de manière générale. C'était de dire c'était le mal absolu. Alors je dis les arabes pour généraliser, mais évidemment c'était autour des terroristes islamistes, tout ça, etc. Mais bon, mêlé à l'islamophobie bien sûr. Mais qui était de dire nous sommes en guerre contre le mal absolu. Et en fait, depuis quelques années, effectivement, on est face à une sorte de revirement, même de manière très personnelle dans la doxa, qui était de dire que on est on est en forme de retournement autour des méchants, et on va plus se concentrer sur les méchants et voir un peu si les méchants peuvent pas avoir parfois un petit peu raison, tout simplement. C'est un peu tout simplement ce truc de se dire qu'on va que les États-Unis vont faire la guerre dans des pays, et qu'après ils vont tourner des films pour dire que alors quand même on sait bien on a été triste quand même de faire ça, et on voulait pas faire ça quelque part, et en fait c'était pas si bien que ça, et finalement, et ça c'est un peu la seconde partie de tout ça, et finalement est-ce qu'on n'est pas les vrais méchants dans l'histoire? Mais ça, très peu de films sont assez courageux pour faire ça. Et je trouve qu'on est dans une démarche avec Wicked 2 où clairement on est censé être du point de vue de la méchante et comprendre entièrement la méchante et comprendre pourquoi elle fait ces choix-là et comprendre pourquoi elle va virer entre guillemets méchante. Le problème que j'aurais avec Wicked 2, c'est que oui voilà, Clint Eastwood typiquement qui va rentrer là-dedans avec American Sniper qui, alors évidemment c'est un film réac, je pense qu'on peut se le dire, et notamment dans sa fin, dans comment il se termine et tout, enfin ne serait-ce que la fin et le fait qu'il ne termine pas son histoire, c'est déjà assez révélateur. Mais Wicked 2, moi ce qui m'a perturbé, c'est que de ce point de vue de on va suivre une méchante, on va suivre quelqu'un qui va rentrer dans quelque chose d'assez nuancé en fait finalement sur pourquoi est-ce que le personnage est devenu méchant. Bah, je m'attendais à quelque chose d'assez pertinent sur pourquoi est-ce que le personnage peut devenir comme ça un antagoniste, et qu'en fait c'était elle qui avait raison depuis le début, mais juste qu'on voyait le mauvais point de vue. Le problème c'est qu'en fait elle fait effectivement des actes méchants parce qu'en fait elle est tellement matrixée par le fait d'être vue comme la méchante qu'elle devient la méchante. Sauf que du coup je trouve qu'on rentre dans un message assez étrange de la part du film, où clairement moi je sais pas exactement sur quelle pièce qu'il danse, je sais pas si c'était exactement comme ça dans la pièce originale, mais j'ai quand même l'impression que c'est assez compliqué de rentrer en empathie avec le personnage de Elphaba. Alors évidemment on rentre en empathie avec elle, mais tout comme on rentre également en empathie avec le personnage de Glinda, sauf que dans l'original Glinda était déjà de base un petit peu insupportable en partie, et du coup bah on rentrait pas du tout en empathie avec elle, mais on rentrait en empathie progressivement. Là en fait ce qui me dérange dans Wicked partie 2, c'est qu'il n'y a pas de progression de l'empathie. Et s'il y a de la progression de l'empathie, c'est pour se dire que Elphaba, finalement, c'est pas qu'elle avait un peu tort, mais c'est qu'en fait, elle fait parfois des mauvais choix. Et je trouve ça parfois un peu désastreux en termes de message, quoi. C'est-à-dire que autant dans l'original, autant dans Wicked Partie 1, il y avait quand même un côté où il y avait un message sur le côté, enfin sur l'évolution des personnages, où en fait, on aimait bien Elphaba dès le départ, et en fait, on comprenait exactement, vu qu'on l'aimait bien et qu'on l'aimait bien totalement dans le film, pourquoi elle allait faire ça, pourquoi elle allait devenir la méchante sorcière de l'Ouest. Et en fait finalement le climax, la fin vraiment de Wicked Partie 1, ça montre l'origin story d'une méchante et pourquoi est-ce qu'elle est vue comme étant une méchante. Maintenant dans Wicked Partie 1, on avait aussi l'évolution de l'appréciation qu'on pouvait avoir de Glinda, où en fait on la voyait comme l'antagoniste principal de Wicked Partie 1, mais en fait progressivement on la voit un peu plus comme étant finalement quelqu'un d'assez sympathique, mais déjà aussi parce qu'elle va changer tout simplement. Et là moi ce que je vois, c'est que comme on a une progression où en fait Glinda globalement on va plus être de son point de vue quelque part dans ce partie 2, ce qui est déjà assez désastreux, parce qu'à la base Wicked c'est Wicked, c'est l'intrigue de base, c'est centré sur la méchante sorcière de l'Ouest, la Wicked Witch of the West. Et donc déjà de base juste ça, on va être plus centré sur Glinda. Bon, vas-y pourquoi pas, mais va te faire foutre quand même. Mais c'est vrai que du coup, moi ce que je vois dans ce Wicked partie 2, c'est que j'ai quand même l'impression que l'appréciation qu'on va avoir de Glinda ne va pas évoluer dans le film. On va se dire ouais bon, c'est un perso légèrement insupportable, mais en fait qui est plutôt sympa et qui essaye de faire avec ce qu'elle peut.
Et en même temps, à côté, l'appréciation qu'on a de Elphaba, elle, par contre, ça va plutôt changer et on va se dire, en fait, c'est vrai qu'elle prend de plus en plus un peu des mauvaises décisions, un peu des décisions égoïstes, un peu des décisions où elle va penser qu'à elle. Et en même temps, je trouve qu'on ressent rien d'un point de vue purement personnel dans les émotions, quoi. En fait, j'en ai un peu rien à foutre de Wicked Partie 2. J'en ai un peu rien à foutre des personnages, alors qu'il y a des grandes transformations de personnages, il y a vraiment des grands changements personnels de la part de plein de personnages secondaires, et même de la part des autres. Mais en fait, ce qui m'a dérangé, c'est que si Wicked c'était un film sur le changement personnel que pouvaient avoir Elphaba et Glinda dans leurs opinions, et dans ce qu'ils pensent du monde, Wicked Partie 2 c'est un film sur ces changements-là, mais de la part des personnages secondaires. Sauf que j'en ai un peu rien à foutre des personnages secondaires. Je veux dire, vraiment, Boq, Fiyero, tout ça, qui changent un petit peu d'opinion sur les choses. Bah, je m'en fous un petit peu. Pour moi, le focus devrait être sur Elphaba et à la limite sur Glinda, qui quand même est un personnage qui est considéré comme un personnage plutôt secondaire, mais en même temps un personnage principal, pourquoi pas. Mais là, j'avoue, j'en avais un peu rien à foutre, quoi, des personnages secondaires, et j'en avais un peu rien à foutre de ce qui se passait. C'est pour ça que j'étais bien moins investi, quoi, dans ce Wicked Partie 2, c'est que non seulement, du coup, je trouve que la mise en scène, qui était quand même une grande qualité de ce Wicked Partie 1, était un peu en deçà, était un peu en baisse par rapport à la Wicked Partie 2, mais en plus je trouve qu'il y a quand même quelque chose où, en plus niveau scénario, ça ne maintient pas, quoi. C'est-à-dire que oui, la mise en scène reste quand même plutôt convenable, et moi c'est toujours quand même ce truc où en fait Wicked c'est tellement un gros projet que, enfin je pense que Wicked, l'idéal pour l'adapter, ça aurait été peut-être dans les années 2000, mais c'était impossible de l'adapter dans les années 2000, parce que dans les années 2000, il y avait trop cette mentalité de le bien contre le mal. C'est pour ça typiquement que dans Le Seigneur des Anneaux, il y a ce côté vraiment le bien absolu, le mal absolu. Et Wicked, en fait, c'est une pièce qui est bien plus nuancée. En plus, je crois que Wicked, si je me trompe pas, à Broadway, ça a commencé vraiment au début des années 2000, donc bon, ça aurait été peut-être un petit peu trop tôt. Mais voilà, ça a été créé du coup en 2003 et joué du coup en 2006, donc effectivement, ça aurait été peut-être un peu trop tôt, mais là, en fait, comme on a un truc où on a de moins en moins des beaux blockbusters. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais vu des tweets par rapport à ça sur le film Zelda. Si on regarde, parce que vous avez peut-être vu passer les images du film Zelda. Voilà, ça a l'air correct, mais j'avoue que moi, je suis un peu en mode, ouais, bon, à voir un peu la suite. Et moi, je suis un peu comme ça. J'ai vu des tweets qui disaient, putain, heureusement que Le Seigneur des Anneaux, c'était dans les années 2000, quoi. Parce qu'il y avait quand même quelque chose où... finalement, dans les années 2000, c'était plutôt... on faisait des plus beaux films, quoi, quelque part. Oui, après, là, c'est des images de tournage. C'est un peu un truc où, en plus, ils sont obligés de les faire parce que, clairement, il y a eu des leaks du tournage, tout ça, donc ils sont obligés de les faire comme ça. Et puis voilà, c'est pas des images full étalonnées, c'est pas des images bien faites. En vrai de vrai, pour des images extérieures, je trouve que c'est plutôt joli, mine de rien, enfin, ça va. Et voilà, et ça peut être chouette. Maintenant, je me dis, putain, c'est vrai qu'à l'époque, Le Seigneur des Anneaux, ça avait une autre gueule, quoi. Mais oui, c'est juste des images de tournage, vous avez raison en vrai de le mentionner. Et c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui le mentionnait et qui disait, heureusement que Le Seigneur des Anneaux a été fait dans les années 2000, parce qu'on avait un peu plus quelque chose à foutre dans les années 2000 de la gueule des films. Et là, Wicked, c'est vrai que si ça avait été fait dans les années 2000, je pense que ça aurait vraiment eu une autre gueule, que ça aurait vraiment eu plus encore d'extravagance en termes de décor, de personnages, tout ça. Là, je ressens moins ce côté-là. Et effectivement, Virdcash qui dit le 2 est mauvais dans le sens où les protagonistes font juste avancer l'histoire, mais où leur psychologie est terminée dès le premier. C'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait, le premier, c'est déjà un côté où c'est la préquel du Magicien d'Oz. Et en fait, globalement, tu peux regarder Wicked Partie 1 et après regarder Le Magicien d'Oz, ça ne te dérangerait pas. Tu comprendrais exactement d'où viennent les persos, tu comprendrais exactement qu'est-ce qu'ils font. Là, en fait, le truc qui est intéressant avec Wicked Partie 2, c'est que c'est Le Magicien d'Oz, mais d'un autre point de vue. Ok, pourquoi pas. Et pourquoi pas voir du coup les ingérences de la part des personnages. Sauf que le problème, c'est que comme ils sont ultra bloqués par Le Magicien d'Oz, qui est tellement une œuvre fondateur aux États-Unis que c'est impossible de la modifier, en fait, c'est impossible de faire quoi que ce soit, évidemment que t'es obligé d'en parler d'un autre point de vue, mais en même temps de pas trop critiquer non plus le Magicien d'Oz. Ils sont un peu bloqués par rapport à ça, quoi. Ils sont un peu bloqués de ce côté-là. C'est comme si demain il y avait un film qui racontait Les Misérables, mais uniquement du point de vue des taverniers. C'est ça, c'est les taverniers, je sais plus exactement les gens qui récoltent Colette, tout ça, enfin voilà. Mais il y a quand même quelque chose où c'est juste un autre point de vue, mais en même temps, tu peux pas juste montrer que les taverniers, en fait, de base, ça a toujours été des gentils, parce que c'est les méchants dans l'original, quoi, vraiment. Mais clairement,
c'est impossible de faire ça, c'est impossible de parler de ce point de vue-là. C'est ouf, le live ressemble vraiment au TikTok, c'est vrai, mais c'est fou, hein, mais ça y ressemble, hein, clairement. Mais en fait, c'est impossible du coup de critiquer Colette, et c'est impossible de faire un truc qui dit ouais, en fait Tavernier avait raison, et Jean Valjean c'est un connard, Colette c'est une moins que rien aussi, enfin, et elle avait mérité tout ce qui allait se passer. C'est impossible, parce qu'il y a un tel respect autour des Misérables et autour de ces personnages-là que c'est pas possible. Donc voilà. Et juste quelqu'un qui demandait aussi si le 2 avait été décidé après le succès du 1. Non, les deux ont été tournés en même temps, plus ou moins en même temps. Je crois qu'il y a eu des reshoots après le succès du 1, tout ça, mais un peu comme les Trois Mousquetaires, où il y a eu des changements d'étalonnage, notamment sur les Trois Mousquetaires partie 2. Voilà, mais les deux ont été tournés en même temps. C'est une stratégie, hein, pour faire vivre un film comme ça, que de tout tourner en même temps et de faire vite fait quelques petits reshoots. Donc voilà. Et les gens, enfin, voilà. En tout cas, voilà pour Wicked. Je trouve la musique, bah du coup, elle est sympa, vu que bah, c'est la musique de base. Je trouve que pareil, les montées en musique par moment, elles sont un peu spéciales, parce que je trouve que c'est un film qui assume pas trop presque d'être une comédie musicale, j'ai l'impression, enfin, où il y a trop de moments un peu dans cet entre-deux, vous savez, c'est cet entre-deux de musique où les personnages commencent un petit peu à chanter, mais poussent pas non plus la chansonnette. Et je trouve que c'est étrange, en fait, ce point de vue-là, parce que moi, je trouve ça bizarre, et le film est constamment quasiment comme ça, quoi. Et je trouve ça vraiment chelou. Les CG, ça va, enfin, les effets visuels sont plutôt corrects. Voilà, il y a quelques beaux plans, quelques belles scènes, ça passe. Mais moi, vraiment, c'est un film que je pense qu'on oubliera, et je pense, à la limite, voilà, j'ai pas envie d'en parler parce qu'on s'en fout, mais toute la campagne promotionnelle autour du film, je pense qu'on s'en souviendra plus sur ce côté, enfin, tout le côté juger, enfin, la bataille entre les gens qui disent faut pas juger des corps des femmes et les gens qui disent ouais, mais quand même, là c'est un peu chaud ce qui se passe, visiblement, enfin, ça c'est des débats internes, etc. Moi j'ai pas à me prononcer, je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent de leur corps, et les gens, mais c'est quand même important aussi de pas mettre comment dire, de pas mettre des critères de beauté un peu inaccessibles, enfin bref, des trucs du genre. C'est pas non plus un débat où je suis ultra renseigné dessus, donc je vais pas trop en parler évidemment, mais toute la campagne promotionnelle, tout ce qui se passe, etc., il y a quand même un truc qui a l'air un peu bizarre de s'être passé sur ce tournage là, mais vas-y, peut-être on le saura dans 10 ans, ce qui s'est vraiment passé, et qu'il y a un truc un peu chelou, quoi. Mais oui, en fait, je me souviendrai plus de la proximité des actrices en dehors du film que dans le film, et c'est pas terrible en fait de faire ça. C'est comme, vous savez, il y avait un film qui c'était quoi, c'était Hurry Up, non, comment ça s'appelait, c'était avec Florence Pugh, Harry Styles, voilà, Don't Worry Darling. Don't Worry Darling, c'était un film où en fait on s'en souvenait plus pour tout ce qui s'était passé lors du tournage, tout le côté où en fait on savait pas s'ils étaient en couple, on savait pas si en fait il y avait pas un truc qui s'était mal passé, tout le truc où je crois que Olivia Wilde s'est mis avec Harry Styles pendant le film, Chris Pine qui avait visiblement craché un moment, mais en fait on n'est pas sûr que ce soit le cas. Je pense que Wicked, il y a moyen que ça soit un film un peu comme ça, quoi, où en fait on se souvient plus, parce que le film est nul à chier, hein, le film Don't Worry Darling, il est nul, hein, on s'en branle. Mais, enfin, c'est un épisode de Black Mirror un peu sympa, voilà, c'est tout. C'est vraiment un épisode de Black Mirror un peu osef. Mais c'est vrai que c'est un film, en fait, on s'en souvient plus pour toute la campagne promotionnelle autour, pour tout ce qui s'est passé avec les acteurs, les actrices, où pareil, il y a une sorte de flou un peu étrange, de oula, on sait pas trop, que pour tout ce qui se passe dans le film, quoi, clairement. Et moi je trouve que je me demande si Wicked on va pas s'en souvenir pour ça, et pour le fait de dire oui, voilà, on a fait une adaptation de Wicked, nous demandez plus ça, parce qu'en fait Wicked ça a tellement été demandé comme étant une adaptation, ça fait plus de 20 ans que c'est demandé quasiment, qu'en fait les gens se disent oui, bah adaptez ça rapidement, et en fait juste les gens attendaient qu'il y ait le bon contexte pour, et puis voilà, quoi. Donc bon, leur film c'est ce qu'on préfère pour une œuvre de fiction, bien sûr. Bah, pour certaines œuvres de fiction, c'est ce qui le fait vivre, quoi, quelque part. C'est comme Rollerball de McTiernan, où en fait, ce qui a fait vivre le film, ça a été toutes les affaires des écoutes autour par les détectives privés et tout ça. Mais le film en soi, il est plutôt osef, quoi. Donc bon. Tout comme un autre film qui est plutôt osef, Running Man. Alors, il est pas non plus... Alors, c'est quand même peut-être, pour moi, mon film préféré, là, des trois qui sont sortis cette semaine-là, que j'ai pu voir. J'ai pas pu voir After the Hunt, j'ai pas pu voir Shelby Hawks, enfin, voilà. Mais Running Man, du coup, Running Man qui raconte l'histoire en gros, d'une émission télé qui s'appelle Running Man, dans laquelle participe un monsieur qui s'appelle donc Ben Richards. Alors, je me suis dit, putain, il s'appelle Ben Richards, mais on dirait un mélange du nom de deux personnages des Contes Fantastiques, c'est un peu étrange. Mais du coup, qui participe à une émission où en gros,
pendant 30 jours, il est chassé par des gens qui s'appellent des hunters et qui vont le poursuivre à travers le pays, qui savent quasiment exactement où est-ce qu'il est, tout ça, parce que bah, forcément il y a de la triche et tout. Et s'il survit pendant 30 jours, il devient milliardaire. Enfin, vraiment, c'est un truc assez énorme. Sachant qu'en plus, il est chassé par tout le pays qui veut. S'il est repéré par quelqu'un et qu'il est pris en photo, en gros, il a une prime. Donc, ça fait que tout le monde tout le monde le chasse, quoi. Le monde entier est contre lui quasiment. Et voilà. Et globalement, Running Man, c'est du coup un film d'Edgar Wright. Alors, Edgar Wright, moi que je connais énormément, enfin j'ai beaucoup, je vois ce que tu dis Nabo Aigri, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour Edgar Wright. Moi j'aime beaucoup ses films. Je trouve que c'est des films qui ont, en fait je trouve qu'ils progressent très très bien. Enfin je trouve que son meilleur film c'est peut-être World's End, mais qu'en fait globalement il a une progression de carrière vraiment intéressante. Avec donc moi alors je sais que avis rapide sur ses films précédents, mais Shaun of the Dead j'ai plutôt bien apprécié. Mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Et Hot Fuzz, j'ai adoré. C'est peut-être le film que je trouve le plus drôle d'Edgar Wright. Il faudrait que je le revoie en plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. World's End, qui est mon préféré, je pense, c'est celui qui m'a le plus touché. C'est celui que je trouve le plus revoyable, etc. Enfin, vraiment, c'est assez brillant. Baby Driver, je l'aime beaucoup. Non, moi perso, je sais que je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez chouette dedans et que le rapport à la musicalité est vraiment top aussi. Last Night in Soho, j'ai vraiment bien aimé aussi. Je sais qu'il y avait beaucoup de critiques autour de Last Night in Soho, notamment dans son côté très film thriller sexuel, mais qui est très peu sexualisé finalement. Enfin vraiment. Oui, c'est vrai qu'il y a le truc de The Shooting là, mais de Dear Sister là. Mais c'est vrai que du coup, moi, Running Man, je l'attendais comme étant un peu le retour après, je crois, 4 ans. Sachant que pendant un temps, il était censé réaliser Ant-Man aussi, juste après World's End, si je me trompe pas, ce qui a fait que ça a retardé du coup un peu Baby Driver et tout. Enfin voilà, il a une carrière un peu compliquée avec les studios hollywoodiens particulièrement. Et moi en fait mon avis très honnête sur The Running Man, c'est que c'est le même avis que pour Bong Joon-ho par rapport à Mickey 17. C'est-à-dire que c'est sympa, mais retourne dans ton pays. C'est-à-dire que c'est bon, un peu provoque, mais c'est-à-dire que je sais que Mickey 17, j'ai un peu le même avis de me dire c'est sympa, franchement, il y a des trucs chouettes dans Mickey 17, c'est cool, et c'est quand même au-dessus de la plupart des blockbusters états-uniens, et c'est quand même au-dessus de la plupart des blockbusters ricains, ça évidemment. Mais t'es quand même bien meilleur chez toi, t'es quand même bien meilleur quand tu parles des sujets que tu connais, t'es quand même bien meilleur quand tu parles de ceux dont t'es proche. Et d'ailleurs toute la carrière d'Edgar Wright, moi je trouve que c'est vrai que j'ai pas mentionné Scott Pilgrim, mais Scott Pilgrim c'est très bien aussi, c'est très très chouette. Mais je trouve que Edgar Wright, quand il fait des films britanniques, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a vraiment un truc plutôt chouette à l'écran, et que on sent une ambiance assez morose, assez terne, qui est plutôt chouette à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, du point de vue d'un ricain, est-ce que c'est pas le haut du panier? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Running Man, peu importe ce qu'on en pense, ça reste quand même un film que je trouve, c'est mieux que la plupart de tout ce qui se fait aux États-Unis, quoi. Vraiment, clairement. Enfin, moi, je pense que c'est peut-être un des meilleurs blockbusters de cette année, états-unien, avec une bataille après l'autre qui parle super bien des États-Unis, parce que c'est fait par un États-unien, tout ça, et 28 ans plus tard, mais qui est un film britannique. Donc clairement, pour moi, je trouve que c'est peut-être un des meilleurs, mais ça reste un 6 sur 10, quoi. Enfin, ça reste peut-être un 7 sur 10 de connivence plutôt sympa. Moi, je crois que j'ai noté 3,5, un truc du genre sur Letterboxd, enfin voilà. C'est plutôt sympa, mais voilà, c'est mieux que du The Rock, c'est mieux que du Jack Black à la con, enfin voilà, ça évidemment. Ce qui veut pas dire que ça en fait un grand film, ce qui veut juste dire que c'est, oui, effectivement, un peu mieux que... déjà, c'est mieux que l'original, de ce que j'ai compris de Schwarzy. Moi, je sais que mais typiquement, c'est quand même... Le Prix du Danger est meilleur, quoi. Le Prix du Danger a quand même un message plus profond. Le Prix du Danger fait mieux. Il est bien en dessous que l'original. Ah ouais, alors, moi, de ce que j'ai compris de l'original, c'est que c'est un nanar, quoi. Genre, avec tout le respect pour Schwarzy, tout ça, mais de ce que j'ai compris, l'original, c'est un nanar, quoi. Donc moi, je suis pas trop sûr. Après, le Prix du Danger est meilleur à plein de niveaux, mais en fait, moi, si vous voulez, il y a quand même un truc qui m'a perturbé avec The Running Man, c'est que
Il y a une excellente vidéo de Every Frame a Painting sur le style d'Edgar Wright. On va peut-être la mater un petit peu ensemble, mais Every Frame a Painting a fait une excellente vidéo sur le style d'Edgar Wright, sur la comédie visuelle, parce que ça reste du coup, il y avait quelqu'un qui demandait si c'était une comédie. C'est plutôt un film d'action, mais il y a quand même un côté visuel et comique très, très pertinent. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que il y a beaucoup de films où quand vous faites notamment une transition d'un endroit à un autre, ce qui se passe visuellement est inintéressant. C'est-à-dire que vous mettez, globalement, et c'est ce que ça dit en mode, ouais, bah, vous mettez la seconde équipe dessus, ça charge mal, mais bref, mais vous mettez la seconde équipe dessus, vous faites des plans un peu panoramiques de la ville, tout ça, et en fait c'est rapide, et puis voilà, c'est ininspiré, ça pourrait être des stock shots, on s'en fout. Et là, je trouve qu'il y a... Et le brio d'Edgar Wright, justement, dans Shaun of the Dead, dans Hot Fuzz, dans tous les films qu'il a pu faire précédemment, c'est justement d'être suffisamment pertinent pour faire des plans qui sont signifiants à chaque fois, qui disent quelque chose, et qui sont pas juste, entre guillemets, remplaçables. Et là, moi, ce que je reproche à ce Running Man, c'est qu'il y a beaucoup de plans qui sont plan-plan, quoi, clairement, qui sont nuls, qui sont où je me fous éperdument de tout ce qui se passe à l'écran. Et je trouve qu'il y a un peu trop ça dans Running Man, ce qui est assez déroutant, où moi clairement je trouve que il y a beaucoup trop de plans vraiment très osef, quoi, très osef et très où, en fait, si vous voulez, il y a quelques plans quand même qui sont pertinents. Moi je pense notamment il y a un plan, enfin voilà, là ce plan là sur les États-Unis, enfin voilà, génial comme plan, ça dit beaucoup de choses sur le côté militarisation de la société, de la télévision aussi, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez magnifique. Ce plan-là, il est rigolo, il y a plein de plans vraiment qui sont drôles en fait, et il y a plein d'inserts assez rapides, il y a quand même un côté où Edgar Wright, on sent qu'il y a une bataille finalement, et en fait, si vous voulez, la bataille qui m'a le plus intéressé dans Edgar Wright, c'est pas la bataille entre le personnage de Glenn Powell et le reste du monde entier. C'est la bataille entre Edgar Wright et les studios. Parce que moi, je trouve que, c'est alors ce que je mentionnais déjà dans Rage Bait, mais je trouve que c'est un film un peu comme le Doctor Strange de Sam Raimi. C'est-à-dire que, oui, on ressent un petit peu sa patte, on ressent un petit peu la patte Edgar Wright, mais très partiellement, par moment, par endroit, et pas totalement, quoi. C'est-à-dire que clairement, on sent qu'il est un peu limité par tous les studios, par tout ce qu'il a pu avoir précédemment, et je trouve que ça rentre dans quelque chose d'assez perturbant là-dessus, et je trouve que je ressens pas vraiment je ressens pas vraiment que c'est un film d'Edgar Wright, mais je sens que c'est un film réalisé par Edgar Wright en mode bah voilà, il a pu pondre ça. Et pourtant, dans le générique d'intro, il y a écrit un film d'Edgar Wright. En fait, quand vous voyez d'ailleurs dans des génériques des trucs en mode Steven Spielberg movie, c'est pas pour dire que c'est plus un film de Steven Spielberg qu'un autre, mais en fait, si, un petit peu. Parce qu'en fait, quand vous voyez des trucs en mode, là, typiquement au début, un Edgar Wright movie, un Edgar Wright film, je sais plus, c'est pour dire qu'il a été non seulement réalisateur, mais aussi scénariste et producteur. Ça veut dire quand même qu'il a de la main sur les 3 étapes de décision, entre guillemets, aux États-Unis. Et donc je me dis, bah là c'est quand même un film qui est de lui, quoi. C'est pas juste un film de commande à la con où il a pas écrit le scénario et il s'en fout et puis voilà. Ant-Man justement il s'était barré parce que c'était trop un film de commande pour lui. Et là, en fait ce qui me déçoit quelque part d'un point de vue personnel, c'est que bah, c'est vraiment un film très... bah je ressens pas de sauce, quoi. Je ressens que au niveau de la lumière c'est un peu banal, au niveau de tout... au niveau des décors c'est plutôt joli, au niveau de la satire de la télévision c'est bien fait, mais en fait même cette satire de la télévision justement, c'est ce qui m'a déçu par rapport au Prix du Danger, c'est que le Prix du Danger c'était radicalement en avance, c'était vraiment 20 ans en avance peut-être, quelque chose du genre, vraiment c'était assez pertinent, rip évidemment à Yves Boisset, mais vraiment ce que ça disait sur la télévision, sur la parano, sur plein de trucs, c'était ultra en avance, c'était 83 je crois le Prix du Danger, c'était vraiment en avance, très très bien, mais là, du coup, Running Man, je me dis, ok, tu peux avoir un message quand même sur les réseaux sociaux, sur le côté surveillance permanente, sur plein de trucs, sur un côté conspi, etc. Pas tellement, quoi. Il y a une sorte de côté retour à l'analogique, tout ça, qui est sympathique et qui donne les meilleures scènes, je trouve, du film. Mais là-dessus, je trouve que on est un film qui est 10 ans en retard, quoi. Enfin, c'est un film, je pense, il serait sorti en 2015.
me serais éclaté devant, j'aurais trouvé ça génial, j'aurais trouvé ça top, enfin vraiment, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment dingue. Bah là, c'est un film qui a clairement du retard, quoi. Qui a du retard sur son époque, qui a du retard sur ce qu'il essaye de dire, et je rentre pas totalement dedans, quoi. Et c'est un peu le problème, et je trouve que toute la dernière heure, il y a quand même quelque chose qui est... Alors, je trouve ça assez chouette quand même, le message de fin, tout de même. Le tout dernier plan, en fait, tout simplement, je me dis, ah ouais, ils vont loin, tout de même, dans ce qu'ils essayent de faire, et ça va dans toute une patte où moi j'en ai déjà parlé, mais il y a une grosse mode des films révolutionnaires, j'ai l'impression en ce moment, avec une bataille après l'autre, Remington, enfin, qui essayent de parler de révolution, entre guillemets, et de changement de paradigme, mais qui parfois n'y vont pas totalement, enfin, qui vont jamais remettre en question le status quo. Celui-là, quand même, essaye de le remettre en question, mine de rien, avec un dernier plan qui rabat un petit peu les cartes, qui est plutôt pertinent, mais je trouve que c'est pas non plus le film le plus anti-système du monde. Je vois des gens qui parlent du traitement de la satire, mais effectivement le traitement de la satire c'est quand même un truc assez bateau, que j'ai déjà vu plein de fois bien évidemment, qui est pas non plus des plus pertinents, quoi. Donc moi c'est sûr que je suis pas non plus totalement dedans, et en fait je trouve que c'est un film assez mou, quoi. Et c'est dommage parce que Edgar Wright, pour moi je ne l'associe absolument pas à un côté mou. Pour moi, Edgar Wright, c'est la folie, c'est la grandeur, c'est vraiment un truc où il part dans tous les sens, évidemment. Pour moi, je sors d'un Edgar Wright et je dis, ouais, c'était un petit peu mou, mais autant me tuer. Enfin, vraiment, c'est assez horrible, quoi, clairement. Et, mais, c'est vrai, il y a quand même des trucs à sauver. Moi, en fait, je suis déçu d'Edgar Wright. Si vous voulez, mon vrai avis, c'est un mauvais Edgar Wright, mais c'était un bon film. C'est un peu ça qui est un peu pertinent, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, il y a quelques années, il disait qu'il réalisait un film adapté d'un bouquin, mais c'était Set My Earth to Five de Simon Stephenson, sur un humain artificiel expérimentant une vie humaine et ressentant des émotions. Je m'interroge sur son changement d'idée, si The Running Man c'était un projet de cœur. Je sais pas trop, hein. Je pense quand même que, vu que c'est une réadaptation de Stephen King, tout ça, peut-être que quand même il y a un côté où c'est plus un film de studio, où il a accepté de le produire, tout ça, et quand même d'avoir les rênes tout de même pour pas se faire baiser par rapport à Ant-Man. Mais je pense tout de même que c'est moins un film de cœur comparé effectivement à des films qu'il voulait vraiment faire depuis longtemps, etc., quoi. Et là, je sens que... Après, il y a quand même un truc où... Enfin, moi, j'ai pas non plus détesté. Encore une fois, c'est peut-être un mauvais Edgar Wright, mais c'est un bon film quand même, hein. Le pire de Edgar Wright donne quand même des plutôt bons films, et des plutôt bons blockbusters, et des plutôt films qui passent plutôt bien, et où je pense que... Enfin vraiment, je pourrais montrer ça à n'importe qui, il passerait un bon moment, il y a quand même quelque chose qui se passe qui est plutôt chouette, il y a des belles utilisations du temps, de la temporalité, même si parfois on est un poil perdu peut-être dans les lieux, les temps, tout ça, aussi c'est un peu compliqué, mais en termes de plans, il y a des beaux plans, il y a des choses qui se passent, les acteurs jouent super bien, enfin vraiment les acteurs sont exceptionnels. Moi, Colman Domingo, je l'adore, Josh Brolin, il a un tout petit rôle où je suis pas trop fan de son interprétation, mais je trouve que ça va. Et Glenn Powell qui porte le film et qui a un charisme de star, hein, je trouve vraiment, c'est vraiment chouette, quoi. Et finalement, ouais, il se fait pas si coursé que ça, enfin vraiment clairement, moi je trouve que c'est un peu un souci dans le film, et je trouve que c'est un peu une sorte de petit problème là-dessus, quoi. C'est-à-dire que un film qui s'appelle The Running Man, en fait je le vois pas tant courir que ça, hein. Je le vois beaucoup utiliser d'autres moyens et tout, mais en fait il n'y a pas de tout ce côté-là. Je le rapprocherai beaucoup évidemment de Marche ou Crève, parce que s'il y a Running Man, il y a aussi Marche ou Crève finalement, mais sur la marche en fait. Et effectivement, je trouve que dans Marche ou Crève, il y a quand même un côté où pareil, il y a tout ce message sur la fin qui rentre dans une sorte de contradiction par rapport à tout ce système-là, de remise en question du status quo, de rabattre les cartes évidemment. Mais en fait, les deux nous laissent un petit peu dans le flou, finalement, par rapport à tout ce qui se passe à la suite, en fait. On sait pas exactement qu'est-ce qui va être reconstruit comme société. Et je trouve que c'est assez pertinent de mettre les deux en corrélation, quoi. Donc bon, j'ai vu Jour 17 très tard dans le film et j'ai pas réussi. Oui, voilà, je sais pas, enfin... on voit pas tous les jours non plus, donc bon, évidemment, il y a des ellipses, hein, bien sûr, mais on voit pas tous les jours non plus. Et c'est un peu compliqué de rentrer dedans thématiquement, quoi, par moment. Enfin, je trouve que c'est un petit problème, quoi. Et mais voilà, c'est pas non plus... Encore une fois, là, je le bâche beaucoup parce qu'en fait, j'exige beaucoup de la part d'Edgar Wright. Je trouve que c'est vraiment un excellent réal. Et là, j'ai été un petit peu déçu. Donc forcément que moi, je le bâche un petit peu. Je me dis, bah, Edgar, tu m'as un peu déçu là-dessus. Mais ça reste quand même un bon film. On va pas se mentir que si le bas du blockbuster ressemblait à ça...
ah vas-y, trop bien. Enfin, vraiment, quoi. Le fait de rendre la traque jouissive et ludique, c'est pas très dénonciateur, juste divertissant. Ouais, en fait, il n'y a pas trop de dénonciation sur le divertissement et l'industrie du divertissement. Enfin, typiquement, il y a une parodie des Kardashians dans le film. Où est-ce que ça va, en fait? Je sais pas exactement, en fait. Je sais pas trop... qu'est-ce que c'est censé dire sur les Kardashians et le côté où en fait il y a un moment typiquement où il regarde l'émission des Kardashians et en fait il mute le son, il remet, mute le son, il remet. Est-ce que c'est pour dire que en fait c'est juste balancer des punchlines les plus dingues du monde à la seconde à chaque fois, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il remet ça dit une dinguerie. Est-ce que c'est pour dire ça? Est-ce que c'est pour dire qu'en fait il en a rien à foutre de ce qui est dit? Est-ce que c'est pour dire quelque chose? Enfin, je sais pas exactement ce qu'il veut dire avec ces scènes-là et avec ce personnage-là. Mais, mais clairement, moi, je rentre pas trop là-dedans. Et je sais pas ce qu'il veut dire avec cette parodie des Kardashians. Parce que c'est vraiment une parodie des Kardashians, hein. C'est la même DA, c'est la même chose, tout ça. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire, en fait? Qu'est-ce qu'il veut dire par tout ça? Et moi, ce qui... Enfin, je sais pas. Je suis un peu ambivalent par rapport à ça. Mais je trouve que pareil, même si c'est une critique de la télé-réalité, du côté très Kardashian, Kardashian c'est à 10 ans les gens, c'est vraiment, enfin on n'est plus à ça près, on n'est plus là-dedans, on n'est plus dans ce genre de paradigme-là. Donc qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que, enfin, parce qu'aujourd'hui la télé-réalité, tu ferais un truc sur TikTok un peu à la con, tu serais déjà presque un peu has-been, mais au moins tu serais un poil plus dans l'époque quoi. Et ça on en parlait en plus dans Rage Bait, mais il y a quand même un côté où encore une fois, filmer les réseaux sociaux, filmer le moderne par rapport à ça, c'est plus compliqué aujourd'hui, quoi. Enfin, il y a très peu de réals qui arrivent à le faire, quoi. Donc bon. Et d'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, en parlant de gens qui filment d'autres gens, qui filment des choses qui se passent, il y a un autre film sur ça qui, pour le coup, est plus pertinent à ce niveau-là, tout de même. Même si j'étais moins fan, quand même, du film. C'est Dossier 137 de Dominique Moll. Dominique Moll, du coup, qui avait reçu en 2021, si je me trompe pas. 2022, non, 2022, j'étais déjà sur Paris à ce moment-là. En 2022, enfin, pour l'année 2022, mais en 2023, le César du meilleur film pour l'année du Dios. En même temps, il n'y avait pas beaucoup il y avait pas beaucoup de gens contre, hein, bien sûr. Mais voilà. Mais c'est vrai que cette semaine ciné, elle a plutôt dit à cab, hein, même week-end, hein, finalement. Mais du coup, Dossier 137, qui est un film sur une enquête de l'IGPN, donc la police des polices, sur une bavure qui a eu lieu lors des Gilets jaunes. Alors, une potentielle bavure, est-ce que c'est une bavure? Est-ce que c'était de la légitime défense? Est-ce que c'était... ça, justement, on ne sait pas. Et c'est le but de l'enquête de l'équipe de la Drucker pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, en fait, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Donc bon... et globalement, du coup, on est dans l'enquête de la police des polices avec tout le côté où l'IGPN est plutôt mal vu de la part du reste du corps de la police. Et savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé, rassembler les preuves, savoir balistiquement qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà. Alors, en vrai de vrai, moi je sais que je suis sorti du film et je me suis dit, ouais, bon. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus. Pardon les gens, je suis obligé de boire, mais parce que je suis asséché là vraiment. Mais en fait moi je sais que le film dure 2 heures et toute la première heure, ah j'étais pas dedans. J'étais vraiment pas dedans. Alors il y a des trucs qui sont bien au niveau du dispositif, tout de même. Il y a des trucs notamment en termes de tout ce qui se passe vraiment, enfin les témoignages et la manière de voir les témoignages où il y a un côté documentaire mais... sorte de faux documentaire, à part pas ce témoignage là typiquement du personnage, mais en fait il y a un moment où il y a des interrogatoires successifs et en fait comme ça répète le même dispositif avec plus ou moins la même caméra et les mêmes angles, tout ça, c'est assez divertissant parce qu'on va voir l'évolution du lieu et tout, et c'est plutôt pas mal, enfin c'est bien fait à ce niveau là, et on va voir des réponses différentes à chaque fois, mais en fait qui disent la même chose, et il y a un côté très systémique en fait, et voir ce système par ce dispositif très documentaire qui va répéter la même chose, c'est pertinent. Le truc c'est que ça va, du coup ça a un peu un effet casse-gueule, c'est que du coup ça répète beaucoup de choses, et ça répète beaucoup ce côté très systémique, de plusieurs manières. On a compris. En fait, au bout d'un moment, on a compris. C'est un peu ça aussi. Et moi, je trouve que finalement, là où le film décolle, c'est à partir de cette deuxième heure qui rentre du coup dans une intrigue policière pure, avec du coup beaucoup un côté très ludique, d'ailleurs, dans la recherche vraiment
dans l'enquête vraiment et dans la recherche de ce qui s'est passé. Ce qui est plutôt pertinent d'ailleurs dans la première heure, il y avait déjà un peu de ça, hein, dans ce côté très ludique et très chouette à ce niveau-là, qui, moi perso, j'ai vraiment bien aimé ce côté enquête et rentrer dans une enquête personnelle avec le personnage principal et rentrer dans l'élaboration de preuves, etc., dans la débuscation de ce qui s'est passé, débuscation, je sais pas si ça existe, en tout cas dans le décryptage en fait tout simplement des preuves, ça c'est plutôt chouette, et t'es avec eux et tu sens qu'il y a quand même une petite alchimie, parce que vous savez que le film est quand même très semblable mine de rien à la nuit du 12, on va pas se mentir, parce que en fait on est face à un personnage très froid, qui va vivre une enquête qui va perturber sa vie personnelle. Mais en fait, dans la nuit du 12, ce qui est pertinent, c'est qu'on n'en sait pas trop de leur vie personnelle. Là, dans Dossier 137, on en sait beaucoup. C'est que des clichés. Où, du coup, l'enquête va déborder sur leur vie privée, tout ça, des trucs du genre. Et en fait, ils vont ne faire que y penser. Mais on ressent pas tellement ça, parce que certes, il y a un côté où le jeu de Léa Drucker est excellent, dans ce côté très froid et très sans émotion de la part du personnage. Je trouve qu'elle joue super bien ça, et qu'en plus, elle joue des rôles très semblables à ça, notamment même dans Mars Express, elle jouait déjà un peu ça. Donc c'est très chouette à ce niveau-là, bien sûr. Mais je trouve qu'on rentre un peu trop dans un pathos par rapport à la vie de Léa Drucker personnelle, qui fait que je sais pas exactement où est-ce qu'il essaye de se positionner comme film. Alors évidemment, pour moi, c'est plutôt un film de gauche parce que je sais qu'il y a eu une critique là-dessus de la part de Tsunami qui disait, même je les avais accueillis là-dessus, qui disait, ouais, je pense que les gens de gauche penseront que c'est un film de gauche et les gens de droite penseront que c'est un film de droite. Je vois pas trop comment on peut penser que c'est un film de droite. On va être honnête là-dessus. Je pense que même les gens plutôt de droite verront ça vraiment comme un film vraiment de gauchiste, parce que notamment les pistes que ça essaye de donner de réflexion, notamment sur les enquêtes policières dans les quartiers populaires, des trucs du genre. C'est vraiment plutôt un film qui essaye de réformer le système policier, et qui appelle à une réforme, qui appelle à vraiment un changement de paradigme par rapport au système policier et au système judiciaire également. Et clairement, pour moi, on est dans un film qui essaye de remettre en question tout ça. Maintenant, est-ce que c'est un film qui va à fond? Pas trop. Je sais qu'il y a eu des gens qui disaient que ouais, c'est un film plutôt PS. Et même ça, c'est comme un film qui, ne serait-ce que le côté, oui, changer le PS là-dessus, enfin voilà. Il y a un sous-texte Not All Cop qui essaie de désamorcer la gravité de son dossier. Justement, je suis pas trop d'accord là-dessus, parce que pour moi, il y a vraiment un côté où ce qu'on voit, et d'ailleurs c'est un truc que je trouve très brave en fait, c'est-à-dire que parce que du coup le film est inspiré de faits réels, mais j'imagine assez librement, mais je trouve que le film est très brave à un endroit, c'est qu'il va critiquer quelque chose, c'est déjà il va critiquer pas mal les syndicats policiers, ce qui est quand même quelque chose qui pour moi en dit quelque chose. Il va critiquer le côté où il y a tout un système qui va s'organiser, où les gens vont se protéger entre eux, ce qui est plutôt pas mal, et surtout il va critiquer la BRI. Et ça, c'est quelque chose. Alors, la BRI, du coup, c'est l'unité d'intervention lors des attentats, donc du coup, qui sont vus comme étant des héros suite au 13 novembre notamment. Et d'ailleurs, le film sort 2 semaines avant une semaine après le 13 novembre, donc clairement, enfin, c'est très chaud en fait tout ça. Une semaine après les commémorations du 13 novembre, 10 ans après, quoi. Et clairement, pour moi, c'est quand même quelque chose où la BRI, ils sont vus comme des gens très brave, j'ai envie de dire, très, oui, pas comme la Bravem bien sûr, mais très courageux, et ils sont vus comme quelque chose d'assez, comme des gens indéboulonnables, quoi. C'est comme critiquer les médecins, si vous voulez. C'est impossible de critiquer aujourd'hui les médecins, parce que tout le monde se dit, oui, l'image des médecins durant le Covid, tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelque part, ils peuvent se permettre un petit peu tout, parce que ils ont tellement une image comme étant bien vue par tout le monde. Et là, c'est un peu la même chose pour la BRI, où tout le monde voit bien la BRI, et là, le film, justement, critique des actions de gens de la BRI. Donc c'est clairement quelque chose pour moi, d'assez courageux de la part du film, que de rentrer là-dedans, dans la catégorie de policiers les plus... les mieux vus entre guillemets, parce que évidemment que les stupes, à la limite, il y a un peu des critiques à faire, même les policiers de manière générale, il y a un peu des critiques à faire, et ça aurait été beaucoup moins tendancieux que de critiquer, que de critiquer un flic entre guillemets banal, ou un gendarme, quoi, quelque part. Et là, justement, le film rentre dans un truc où il va critiquer des actes de la BRI, et justement, ces actes de la BRI là vont être critiqués, et justement,
comme ça va être critiqué, il y aura tout un emballement médiatique qui va influer sur le film. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est quand tu vas rentrer dans quelque chose de pluriel, où tu vas voir que l'enquête, c'est pas juste une enquête personnelle à l'intérieur de l'IGPN, mais qu'en fait, ils vont faire en sorte de jouer avec les médias pour ne pas leaker des choses qui pourraient se passer, pour ne pas faire fuiter des choses qui pourraient se passer dans leur enquête, et ne pas avoir les médias qui vont, et l'opinion publique qui va influer sur qu'est-ce qui se passe dans l'enquête, quoi, et influer sur l'enquête. Et ça là-dessus, moi je trouve ça très très pertinent, et je trouve que c'est le point du film qui est le plus, qui est le mieux mis en valeur, mais encore une fois c'est un point qui arrive assez tard finalement. C'est pour ça que moi vraiment je vous dis, enfin mon ressenti c'était de me dire en fait c'est trop long au début, mais toute la deuxième heure elle est vraiment très très bonne, elle est vraiment excellente, mais ça avait un peu du mal à ramer, quoi, quelque part. Ça avait un peu du mal à se lancer. Et je trouve que c'est un peu le problème que j'ai avec le film, c'est qu'il met du mal à rentrer pleinement dans son sujet. Il y a une première scène qui est très chouette, et après, en fait, instantanément, on va rentrer dans des histoires avec un chat qu'elle recueille. J'en ai rien à foutre, en fait, du fait que le personnage de Léa Drucker va recueillir un chat. J'en ai rien à foutre de son gosse, j'en ai rien à foutre de sa vie privée. Mais pas parce que j'en aurais de base rien à foutre, c'est juste que là, ce qu'on me donne dans le film, j'en ai rien à foutre en fait. Donc c'est pour ça que moi je comprends pas exactement pourquoi ce début met autant de temps à se mettre en place. Alors évidemment il y a beaucoup de choses à mettre en place, il y a beaucoup d'éléments à comprendre en fait de la part de la BRI bien sûr, mais je trouve que ça met vraiment beaucoup de temps. Ouais, film diesel un peu, c'est ça, c'est film diesel qui met beaucoup de temps à ramer au début. Et je parlais d'un parallèle par rapport à la nuit du 12, mais ça pareil, j'en ai discuté avec Zoltan, je sais plus si c'était en privé ou pendant Ragebait, en fait je mêle un petit peu les deux, mais parce que voilà, l'émission se fait, mais en fait on discute beaucoup en privé avant, tout ça, enfin voilà. Et en fait, il y a, à la fin de la nuit du 12, il y a une scène où il y a une sorte de bilan psychologique de ce qui s'est passé de toute cette affaire-là. Dans Dossier 137, il y a exactement la même scène. Et je suis désolé, mais la scène dans Dossier 137, elle marche pas. La scène dans Dossier 137, moi, je ne suis pas dedans. Il y a un côté où, en fait, c'est trop écrit. C'est beaucoup trop écrit, c'est beaucoup trop déclamé. C'est beaucoup trop... c'est presque une sorte de côté très poète, en fait, de la part du personnage de Léa Drucker, où on sent que c'est un truc qui est préparé à l'avance. Et c'est trop joué. Alors que l'interprétation de Bastien Bouillon est beaucoup plus en nuance, en fait, quelque part dans la nuit du 12, qui je trouve est vraiment beaucoup plus pertinent à ce niveau-là. Et ça là-dessus, voilà, c'est juste pour citer un autre défaut qui arrive sur la fin. Et en fait, globalement, de manière générale aussi, je trouve que c'est un film qui arrive pas à s'arrêter. Il y a 4 fins, il y a le syndrome en fait de beaucoup de films que je trouve récemment, c'est-à-dire qu'il y a 4 fins différentes. C'est-à-dire qu'il y a une fin classique, il y a une fin où en fait ça finit sur une sorte de, presque ça pourrait finir sur un freeze frame un peu déroutant. Après, il y a une fin en mode un peu témoignage entre guillemets, qui est très choquante je trouve, et qui justement me fait me dire que c'est pas non plus nécessairement un film de centriste, hein, d'ailleurs, parce que la fin, cette fin à ce niveau-là me fait me dire putain, il se passe vraiment, enfin je pense pas qu'un gauchiste aurait écrit ça, je pense pas qu'un droitard aurait écrit ça, mais je pense pas non plus qu'un gauchiste aurait écrit ce genre de truc là, parce que ça aurait fait entre guillemets un peu trop pathos quelque part. Et après il y a encore une autre fin avec une vidéo qu'on a vue précédemment qui finit en plus sur une musique pop, enfin une musique plutôt entraînante entre guillemets, ce qui me fait me dire trop bizarre de finir sur ça, enfin vraiment très chelou. Et moi clairement je trouve que c'est un film, en fait c'est pas qu'il est centriste, c'est qu'il a beaucoup de choses à traiter, qu'il essaye de les traiter en profondeur, et quand même il va pas avoir des angles morts. Je trouve que c'est pas un film avec vraiment des angles morts, et qu'il essaye de justement traiter de tous les angles possibles qui font que le travail à l'IGPN est un peu compliqué entre guillemets. Même si encore une fois il va pas dire que l'IGPN c'est à la limite l'angle mort le plus pertinent à dire du film, c'est qu'il dit que l'IGPN font bien leur taf. Mais parce que c'est un peu facile de dire ça. C'est un peu facile de dire que l'IGPN fait bien son taf, et que c'est en fait plein d'autres circonstances qui font que les gens n'ont pas non plus de condamnation et qu'il n'y a pas de justice globalement. C'est le truc le plus facile que de dire oui, bah c'est juste l'IGPN fait bien son taf, mais c'est des trucs autour qui sont un peu compliqués. Je pense quand même qu'il y a aussi un côté où l'IGPN par moment fait pas très bien son taf aussi. Et c'est un peu le problème qui est montré par moment avec des scènes où on a l'impression que ça dit ouais mais en fait le problème c'est pas l'IGPN, c'est les gens autour quoi. Bon, moi je connais pas trop la réalité du terrain, je connais des gens qui travaillent en gendarmerie, au commissariat, des trucs du genre, mais voilà quoi. Un film n'est pas toujours parfaitement maîtrisé dans son propos, son engagement s'il en a un, ou peut-être qu'aussi il le lit mal. Oui voilà, c'est un peu
ce côté où je trouve que c'est pas nécessairement que c'est confus, c'est juste que on est vraiment en empathie totale avec le personnage de Léa Drucker et avec ses collègues à l'IGPN, quoi, qui semblent être une belle bande de potes, quoi, quelque part. Mais clairement, pour moi, c'est pas non plus tout à fait maîtrisé dans ce que ça essaye de dire, dans sa mise en scène, dans les propos que ça peut avoir. Et globalement, c'est surtout le début. Moi, j'étais pas dedans, quoi. Moi, le début, je vais vous dire, hein, je vais être très honnête. À partir de la première heure, heureusement que ça se réveille. Mais au bout de peut-être 45 minutes, je me suis dit, est-ce que je quitte la salle? Parce que ça peut m'arriver hein, de quitter la salle et moi je refuse pas si je trouve le film vraiment très très mauvais. Je trouvais pas vraiment le film très très mauvais non plus, donc c'est pour ça que quand même je suis resté. Mais en plus même je trouvais pas non plus le film atroce évidemment, mais je me disais quand même, je sais pas, là j'arrive pas à rentrer dans le personnage, j'arrive pas à rentrer avec toute cette intrigue là, j'arrive pas à rentrer dans le film en fait tout simplement. C'est pas que j'arrive pas à rentrer dans le personnage, ça je m'en fous, l'identification, la distanciation brechtienne, tout ça je m'en fous. Mais c'est juste que j'arrivais pas à rentrer dans l'intrigue et je trouvais que ça mettait beaucoup trop de temps et j'avais beaucoup d'appréhension sur ce qui allait se passer. Heureusement ce qui se passait était plutôt pertinent par rapport à tout ce qui est dit évidemment, mais j'avais beaucoup trop de mal quoi. J'avais beaucoup trop de mal. Mais c'est un film qui se rattrape. Encore une fois, j'ai été très critique en fait avec les 3 films là qui ont été cités aujourd'hui. Mais mine de rien, c'est un film qui... Enfin, les 3 films, mine de rien, c'est pas non plus des bouses absolues. Vraiment, enfin, même Wicked, c'est pas non plus une merde absolue. Dossier 137, c'est vraiment pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont adorer, mais voilà. De mémoire, sauf erreur, l'usage du LBD est pas remis en cause. Ils disent 4 cm de marge d'erreur en oubliant de dire que c'est une marge théorique. Quand un mec évoque le 13 novembre, on lui rétorque pas les dysfonctionnements du commandement ce soir-là. Et justement, le film parfois déplace le sujet. La police doit être exemplaire et c'est la condition de sa légitime défense. Rappelle-toi que la police est nécessaire. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il est pas anti-système, ça évidemment, il est pas anti-système, il est en mode ah il faut réformer la police, il y a des mauvais flics, ça évidemment, et il y a des problèmes judiciaires qui font que les mauvais flics ne sont pas non plus mis en cause, enfin voilà. Évidemment, l'usage du LBD n'est pas non plus remis en question, l'usage de ces armes-là n'est pas remis en question, ce qui veut pas dire que le film... En fait, c'est ça le truc, c'est-à-dire que c'est pas parce que le film ne remet pas en question l'usage du LBD qui dit que l'usage du LBD est bon. Encore une fois, il y a une différence entre ce qu'un film veut dire, ce qu'on reçoit en tant qu'un film, et ce qu'un film ne dit pas. C'est un peu ce qui est différent à chaque fois et ce qui est très dur à juger de manière générale. Donc c'est sûr que là, par rapport à Dossier 137, je sais pas exactement vraiment ce qu'il a envie de dire. Mais j'ai quand même l'impression qu'il n'a pas oublié certains angles morts qui sont pourtant très souvent oubliés par rapport au traitement de l'IGPN et par rapport particulièrement au traitement médiatique, à ce qui se passe en banlieue, à tout ce qui se passe dans les quartiers populaires, à rassemblement de preuves, au fait que certaines personnes n'ont pas envie de parler, tout ça. C'est un peu ce qui est compliqué aussi. Mais en même temps, moi je suis... En fait, là où je suis agréablement surpris, c'est que ça va pas esquiver certains sujets qui seraient habituellement des angles morts. Ce qui veut pas dire que c'est un grand film, mais ça m'a plutôt agréablement surpris à ce niveau-là. Et je trouve que le propos est assez pertinent de ce point de vue-là. Maintenant, il y en a, évidemment qu'il y en a des problèmes. Et typiquement, voilà, le truc où tu dis quand un mec évoque le 13 décembre, on lui accorde pas les dysfonctionnements du commandement ce soir-là. Évidemment qu'il y a des moments où ça mériterait plus de nuances. Mais en fait, déjà ce que ça aborde, essaye de le faire avec nuance aussi. Donc déjà, rien que ça, c'est plutôt correct à ce niveau-là. C'est pour ça, encore une fois, c'est pas un film parfait, c'est pas un film nickel, mais c'est pas mal, et c'est quand même un film que je vous invite à aller voir. Running Man aussi, j'ai pas mal traché, mais en fait, mais de rien, ça reste quand même plutôt un bon film, on va pas se mentir. Et voilà, et ça a été quand même une semaine un peu bizarre. J'ai pas vu After the End, j'ai pas vu Shelby Hawks, mais à Skip, c'est pas non plus génial les deux. Donc voilà, ça va pas été une semaine géniale. À voir si la semaine prochaine sera une bonne semaine de cinéma. À voir un petit peu, je crois qu'il y a Zootopie 2, FNAF 2 aussi, ça faudra que j'aille le voir. Mais voilà, il y a quand même des films qui sortent et ça peut être très très chouette. Je sais plus exactement, mais je sais que j'avais un petit planning, parce que j'ai un petit planning pour les Rage Bait pour voir un peu les films qui sortent. Mais je sais que voilà, Zootopie 2, Vie privée, Bugonia, La voix de Inrajab, ça j'ai quand même beaucoup de craintes avec la voix de Inrajab. J'ai quand même des craintes niveau moral, ce qui n'est pas généralement bon signe. Mais voilà quoi. Chez Béox, horrible, quelle torture. Bon, j'ai bien fait de pas le voir alors parce que ça avait l'air pas terrible quoi. Pas terrible. Mais en tout cas, voilà. Running Man, c'est sympa. Mais voilà. Je dis pas que c'est mauvais, ça reste un angle intéressant, mais j'espérais qu'il ose un peu plus de radicalité.
Bah ça malheureusement, je pense que on peut pas oser demander vraiment à ce que ça soit un pays qui s'y sage, parce que moi ça m'a beaucoup fait penser à un film qui s'appelle Un pays qui s'y sage, qui est un documentaire vraiment assez radical de la part de David Dufresne. Évidemment que Dossier 137 ne peut pas être Un pays qui s'y sage, c'est impossible. Un pays qui s'y sage, déjà ça a été un film qui a eu une réception, enfin qui essayait déjà quand même d'ouvrir ces dialogues-là entre la police et les gens sur le terrain. Et déjà même à la fin, ça liste tout un truc où ça dit, en fait on a essayé de contacter telle personne qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, il voulait pas venir. On a essayé de contacter tel policier, il pouvait pas venir. On a essayé de contacter telle personne, il voulait pas venir. Enfin, des trucs du genre. Et là, déjà, ne serait-ce que, effectivement, bon, voilà, évidemment que c'est un film qui se passe du point de vue du policier et qui se place du point de vue des flics, ça, bien sûr. Mais déjà, pour un film qui se passe du point de vue des flics, je trouve qu'au moins ça essaye de changer, ça essaye de changer le rapport de force et ça essaye de changer comment ça voit les choses. Parce que moi, effectivement, en fait, je vois un film qui se passe du point de vue des flics, je me dis, qu'est-ce... Déjà, je suis un peu méfiant parce qu'en fait, on a connu majoritairement des films qui se passent du point de vue des flics, bah, plutôt en empathie avec la police. Mais là, déjà, ne serait-ce que comme un film de flics, il y a déjà au moins quand même quelque chose où ça essaye d'apporter un propos moral intéressant et ça essaye d'apporter du débat intéressant. Et aussi, moi, c'est pour ça que je salue quand même le film, c'est que un film, c'est pas juste... on en parlait par rapport à Wicked, mais Wicked, on se souviendra peut-être plus de sa promo que du film. Dossier 137 va peut-être ouvrir un débat par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées récemment, par rapport à beaucoup de bavures. Je pense qu'il serait sorti quelques mois après toute l'affaire Naël, ça aurait vraiment eu un retentissement assez dingue peut-être dans le pays. Là peut-être qu'il sort un peu trop tard, un peu trop tôt, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans le futur, mais clairement je pense que c'est un film qui est fait aussi pour ouvrir un dialogue autour des agissements des policiers. Et ne serait-ce que ça, en fait, évidemment que c'est pour ça que moi je pense que c'est plutôt un film de gauche, c'est que je pense que n'importe quelle personne plutôt entre guillemets apolitique ou pas trop politisée se dira putain c'est assez, ça va loin quand même parce que ça critique la police quoi, ça critique quand même la BRI, des trucs du genre. Donc je pense que de ce point de vue là c'est plutôt un film à revoir d'un point de vue moral et d'un point de vue de ce que ça peut en dire et du point de vue de ce que ça peut explorer en termes de questionnement de la part des personnes quoi, clairement. Donc c'est pour ça, moi, encore une fois, je conclus une dernière fois, mais je pense que d'un point de vue des films là qu'on a vu, il y a quand même un peu cette notion de débat qui en ressort et de se questionner et de pouvoir en parler plus profondément. C'est pour ça que moi je suis très content d'avoir cette émission qui est Rage Bait, bien sûr. Mais je trouve que Running Man et Dossier 137 abordent plein de points intéressants. Et Wicked 2, justement, n'était pas trop au rendez-vous à ce niveau-là parce qu'il n'essayait pas d'ouvrir des dialogues, il n'essayait pas d'ouvrir des questionnements sur la notion de moralité, sur la notion pourquoi je caresse mon clavier là depuis 30 secondes. Bref, mais en fait ça me détend de caresser mon clavier, c'est fou. Mais justement, il n'est pas à ce rendez-vous-là. Pourtant, ça aurait pu être l'œuvre qui était le plus pertinent de ce point de vue-là, parce que justement, on essaye de voir le point de vue des méchants. Et Running Man et Dossier 137, on n'essaye pas du tout de voir ce point de vue-là, quoi. Et pourtant, ça apporte des réflexions sur la notion de héros, sur la notion d'anti-héros, qui sont plutôt pertinents les deux. Mais Wicked n'est pas du tout au rendez-vous à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est vraiment peut-être le pire film de la semaine, quoi. Mais ça reste... Enfin, voilà, moi je vous invite quand même à aller voir Dossier 137 et baissez un peu vos attentes par rapport à Running Man. C'est un bon film blockbuster, mais c'est pas trop un film d'Edgar